décideurs politiques qui disent ça ne va pas, nous on a besoin de documents pour aujourd'hui. L'expérience d'élu, telle que moi en tout cas je l'ai vécue, qui ne suis pas un politique, je suis vraiment issu de la société civile, on a été élu sur un programme de transition écologique, sociale, environnementale, avec une liste citoyenne constituée principalement de gens qui étaient déjà très fortement mobilisés au sein de l'asso des parents d'élèves, en local chez nous. Ça nous a appris énormément de choses. Vraiment le mandat local, c'est d'une richesse incroyable, parce qu'on redécouvre en fait l'endroit où on habite. Surtout moi qui suis un gamin d'Oléron, mon père a été toubib toute sa vie à Doluce, j'ai grandi là, donc et tu comprends en fait tous ces enjeux et tu rentres dans toute la complexité des sujets, alors les compétences bien sûr, qui fait quoi, les relations avec les autres communes, l'intercommunalité, les bureaux d'études, la réglementation, les délais de financement. Quelque part, c'est une espèce de tsunami de découverte, tellement il y a de choses différentes et complexes qui viennent pour gérer aujourd'hui, demain et après-demain. Et c'est d'une complexité sans nom. Enfin, je veux dire, t'as tellement de données techniques, tellement d'enjeux, tellement de cartographie que quand toi t'es kidam lambda, tu vois jamais. Moi, mes copains du rugby qui sont ostréiculteurs, plombiers, instit, la vie d'Oléron, jamais tu tombes sur des cartes hyper techniques avec des codes couleurs, des trucs. C'est un monde, en fait, c'est un monde hyper tenu. Et à la fin, du coup, on s'est dit avec 2-3 collègues, mais comment est-ce qu'on pourrait parler de ça sur ces enjeux de trait de côte et ce qu'on appelle la recomposition spatiale des territoires littoraux. Et petit à petit, on a réfléchi, on a cheminé, et on s'est dit que le support de la BD, donc de la BD enquête, celle qui se développe de plus en plus partout, une grosse BD de 120 pages, pouvait être un format intéressant, à la fois didactique, en même temps technique, qui laisse la part du coup au récit et à l'expertise du dessinateur, parce que quelque part un bon dessin vaut mieux que 1000 discours, et qu'on a en plus la chance sur notre territoire d'avoir Thibault Lambert, qui est un dessinateur de grande qualité qui a déjà réalisé plusieurs ouvrages. Et donc on a fait beaucoup de boulot comme d'habitude, et puis on est arrivé à ce projet, donc on appelait Trait de côte, où en fait le narrateur principal de la BD, c'est le trait de côte. Et grâce à ça et à ce biais éditorial qu'on a pris, ça permet de faire rentrer toute la complexité des sujets qu'on évoque autour de ça, de manière assez linéaire, parce qu'on fait partir l'histoire en 1760, grosso modo, qui est le moment où il y a la citadelle qui s'installe au château chez nous, dans l'île d'Oléron, avec Vauban. Donc là, on commence à avoir une bonne position bien fixiste du littoral. Et on fait pousser le récit avec différents personnages jusqu'en 2100, qui est le moment où, dans les documents d'urbanisme qu'on a, c'est le Xintia plus 20, Xintia plus 100, etc. Et donc, dans le processus narratif, de manière assez classique, des personnages qui vont apparaître à différents moments, qui vont nous permettre de guider. Et puis surtout, comme c'est le trait de côte qui est le narrateur, donc le trait de côte en lui-même va parler, mais on fait également parler les mouettes, les poissons, les fins de blocos, les enrogements, les cordons dunaires, enfin tout ce qui fait ce petit peuple qui habite dans cette zone pas vraiment définie, mais qui a toujours été souple. Voilà, on appelle le trait de côte. Dans le contexte si particulier dans lequel on est aujourd'hui, de conjonction d'études, de faits climatiques, d'attentes, de gouvernance, enfin tout ce qu'on entend là depuis 2 jours ici, et puis sur toutes celles et ceux qui suivent ces sujets, que cet objet-là de BD fait qu'il existe, soit quelque chose sur lequel on puisse s'appuyer collectivement. Voilà, pour dire, voilà, à date, cet objet-là existe, pour faire un état de la manière dont collectivement on abordait les questions du coup du trait de côte. Et l'objectif politique également qu'on a derrière un outil comme ça, c'est justement que ça puisse servir à celles et ceux qui, j'espère, vont se présenter pour être sur des listes en 2026 et après, parce qu'il y a une chose qui est sûre dans l'engagement démocratique, tel que ça fonctionne aujourd'hui dans notre pays, c'est que la nature ayant peur du vide, si on n'y va pas pour les municipales et pour porter des messages
qu'on peut appeler ambitieux, humaniste, durable, résilient, enfin tout ce qu'on veut à propos de la question du trait de côte. D'autres iront à notre place. On a vu récemment ce que ça pouvait donner, et que donc il y a un véritable enjeu de société derrière, parce que quelque part, l'équation à laquelle nous sommes confrontés avec cette montée des eaux, le trait de côte, et moi, en tout cas de mon point de vue, un exercice philosophique et intellectuel vraiment extrêmement intéressant, parce que je ne sais pas, et je ne suis pas assez historien, chercheur et tout pour le savoir, mais des interviews que j'ai pu faire pour le truc, je commence à avoir un petit élément de réponse. Je ne sais pas si déjà dans l'histoire de l'humanité, on a été confronté à quelque chose de si complexe, avec autant d'enjeux, contradictoires parfois, complémentaires souvent, thématiques toujours, avec quelque part si peu de temps, parce que moi qui habite dans l'île, comme les autres, on a tous noté dans le calendrier déjà quels étaient les jours avec les gros coefs pour les mois d'hiver, parce qu'on sait très bien que si dans le hasard de la météo, on a les éléments, exactement ce qui s'est passé pour Xynthia, là où le sens du vent, la hauteur, pression, basse pression, on est en sujet à risque. Et c'est plus une hypothèse, c'est plus un peut-être, sans être dans le discours alarmiste, tout va mal, c'est la fin du monde. C'est juste une réalité. Ce qu'on a essayé de faire, justement, dans cette BD, c'est qu'on montre la diversité des approches qu'on peut avoir sur le sujet au moment de sa vie. Parce qu'en fait, le principe de base qu'on a eu dans la réflexion, c'est de se dire que le trait de côte, c'est quelque chose qui, d'un point de vue géologique, depuis plus de 4 milliards d'années, a toujours été quelque chose qui a été mobile. Dans tous les espaces du monde, ça a toujours été mobile. Et que c'est à partir du moment où nous, sapiens et Homo faber, enfin vraiment le fabricant, on a décidé de le fixer, principalement pour des raisons militaires, au départ, c'est là où on a commencé à avoir ce changement de relation avec le trait de côte. Et qu'en fait, au final, et ça c'est Thierry Sozo, qui est chercheur historien à la fac de Poitiers, qui explique ça très bien, que la mode des bains de mer, qui vient d'Angleterre avant d'arriver en France, c'est hyper jeune finalement, c'est 1820, 1840, et que jusque-là, le regard qu'on a sur le littoral, d'un point de vue sociétal, il n'est pas récratif. Il est militaire, il est inquiet. Celles et ceux qui ont vécu les invasions des Vikings, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure expérience de leur vie et qu'ils aient vu l'extérieur arriver. Les populations amérindiennes qui ont vu arriver Cortés, je ne suis pas sûr non plus que ça a été des moments de grande joie, etc. Donc ces moments de rencontre ont toujours été atypiques. Il y a eu toute cette histoire qu'on connaît sur le commerce triangulaire qui s'est développé, tout l'impact que ça a eu sur le capitalisme, tout ça c'est documenté, tout le monde l'a expliqué, et en se disant à un moment donné, mais est-ce que ce trait de côte, quand on l'a figé, quand on a décidé de le figer, et quand on a décidé qu'il serait figé, est-ce que là, à un moment, quelque part, on n'a pas mangé la pomme, tu vois, dans le truc. Qu'est-ce qu'on a raté à un moment donné pour se dire que un bord de mer de cité balnéaire à La Baule devait être comme ça une vitrine d'immeuble, ou comme à Acapulco, ou comme chez nous, Oléron, comme partout. Qui a dit ça ? Qui a dit que ça, c'était l'alpha et l'oméga du truc ? Ça a été la vérité à un moment donné, projet Racine, la Grande Motte, Canot, machin, etc. Mais Xynthia, comme ça a été dit tout à l'heure, est venu nous rappeler que avant ça faisait longtemps, la dernière grosse tempête en 53 avec des morts, mais qu'en fait, à l'aune de l'histoire, les moments où ça a tapé vraiment fort et où la mer a bougé, il y en a vraiment eu de manière régulière. Au même titre que quand on dit qu'il y a une crue centennale dans la Seine, ça ne veut pas dire que ça arrive une fois tous les 100 ans. Ça peut arriver 3 ans d'affilée. Après, il y aura peut-être là-dessus. Mais que donc, on reprenne un peu de distance sur cette mobilité. Et donc, nos personnages, qu'on a de 1760 donc jusqu'à 2100, qui sont les mêmes, en fait, par tranche, qui ont les mêmes prénoms, mais qui sont les arrière-petits-fils, les petits cousins, voilà, des uns et des autres. On essaye, dans la rédaction et le fil, de les faire bouger eux-mêmes également, comme bouge le trait de côte,
pour qu'on se rende compte que toute cette réflexion, elle est en mouvement aussi, elle n'est pas figée, et que c'est ça qu'il faut qu'on apprenne, c'est qu'on n'est pas que fixiste, qu'on doit s'adapter. Et voilà, c'est ce qu'on essaye en fait, c'est ce qu'on essaye de faire.